Bonjour à tous, donc, je m'appelle Boris Lecoeur, je suis en charge de la partie Startup Gaming et Technologie Partner chez AWS en France. Ce n'est pas une présentation sur AWS, voilà, si vous voulez découvrir AWS, on a plein d'experts sur notre stand en bas qui peuvent vous détailler tout ça. Je vais vous parler de l'innovation au sein d'Amazon. Moi, il y a 8 ans, j'ai pris une décision qui a changé ma vie. J'ai pris la décision de postuler sur une offre d'emploi sur le site d'Amazon pour un poste chez AWS. Au passage, on a plein de postes ouverts chez AWS. Et cette décision a changé ma vie puisque maintenant, depuis 8 ans, j'ai ouvert le bureau AWS en France en 2011 et j'ai accompagné les entreprises sur ces 8 dernières années dans leur voyage, dans leur transformation digitale, des grandes entreprises, des ETI, plein de startups aussi. Et donc j'ai pu côtoyer ces entreprises, côtoyer ces startups, partager avec elles et les aider dans leur domaine de l'innovation. Ce qui est assez formidable aussi, c'est que j'ai réalisé au sein de ce parcours qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient très curieuses de comprendre comment fonctionnait Amazon. Amazon, c'est une société qui fait pas beaucoup, comment dirais-je, pas énormément de marketing et qui communique assez peu sur ses processus internes. Du coup, on va pouvoir explorer ça dans cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'Amazon ? Pour beaucoup, Amazon, ça va être voilà, le site d'e-commerce. Et depuis que Jeff Bezos a lancé Amazon en 1995, bien, la société s'est développée sur une variété de segments, de géographie, de localisation, de typologie de produits, de services. Aujourd'hui, Amazon, alors ce sont les chiffres de 2018, mais c'est une société de 658 000 personnes avec des douzaines de milliers de postes ouverts partout dans le monde. Et vous pouvez penser que par rapport à la taille de cette société, c'est une société qui va ralentir son innovation. C'est une société qui va avoir des lourdeurs administratives internes. Si vous prenez des grandes sociétés de ce type-là, vous imaginez qu'il y a beaucoup de process internes, qu'il y a de la lourdeur, qu'il y a beaucoup de friction en interne. Ce qu'on a observé, en fait, c'est tout le contraire. Je vais vous prendre un exemple. Sur le mois de septembre, Amazon a annoncé plus d'une centaine de nouveaux produits ou de nouveaux services, rien que sur le mois de septembre. Donc l'innovation au sein d'Amazon n'a jamais été aussi débordante et cependant la taille de notre société n'a jamais été aussi grande. Donc vous avez des exemples derrière moi. Au passage, sur le mois de septembre, on a annoncé énormément de produits dans la gamme Echo avec les EcoBuds et les Echo Studio. On opère dans le domaine de la livraison par drone. On a un centre de recherche en France sur la partie navigation et interaction avec l'espace aérien et le contrôle aérien. On a une flotte d'avions sur la partie primaire. On a des Amazon Studios dans le développement de films. On a l'Amazon Music. On a le Kindle, bien évidemment. Et cette innovation est vraiment bouillonnante. Et donc, on va partager certains de ces mécanismes. Pour beaucoup aussi, quand on parle d'Amazon, ce sont des fulfillment centers. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà visité des fulfillment centers ou des grands centres logistiques ? Ah, très bien. Quelques personnes, super. Ah, en vidéo, ok. Vous pouvez le faire en physique. Vous pouvez vous enregistrer et aller visiter ces centres. Voilà, c'est ouvert à tous, il suffit de s'inscrire. Et il y a quelques éléments qui sont marquants dans ces centres. C'est tout d'abord la taille. Vous n'arrivez pas à voir les murs, en fait. Donc c'est l'immensité qui est assez impressionnante. Et le deuxième élément, c'est le désordre qui semble régner, en fait. Vous regardez... Voilà, ça a l'air relativement pas ordonné, il y en a partout, c'est par terre. Et c'est un désordre qui est volontaire, parce que l'important dans un fulfillment center, c'est la rapidité de turnover. C'est à quelle vitesse les produits entrent et sortent, donc à quelle vitesse finalement on délivre chez les clients et à quelle vitesse on processe des commandes. Et donc c'est beaucoup trop long d'aller classer et ranger les différents produits par catégorie, que de les ouvrir, de les poser et de les ressortir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça reflète la variété dans les commandes des clients. Un client, il ne va pas commander 15 chaises. Il va commander une chaise avec un livre, peut-être une montre. Et donc, finalement, cette diversité, ça ne sert à rien qu'on perde beaucoup de temps à ranger les articles, puisque les commandes sont diverses et variées, et donc on ne perd pas de temps dans la classification.
Et on peut penser que voilà, c'est un centre logistique, on a des pickers, on a une organisation logistique et qui a assez peu d'innovation. Mais au sein d'Amazon, on cherche à embaucher parmi les plus grands cerveaux du monde et à leur donner une plateforme pour innover, puisque à l'échelle à laquelle on opère, la plus petite innovation peut avoir un impact très important compte tenu de l'échelle à laquelle on opère. Et dans les centres logistiques, on innove tous les jours et constamment. Et alors, il y a une petite vidéo qui manque là. Est-ce qu'elle va démarrer toute seule ou pas? Oui. Ça, c'est les centres logistiques dernière génération. Alors, vous pouvez aussi les visiter. Il y en a à Manchester, il y en a à Barcelone. On ouvrira en France. Et donc, en réfléchissant sur l'innovation d'un centre logistique, on peut penser qu'on va automatiser un picker. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi par contrainte, et je reviendrai sur ces concepts plus tard. Et en fait, on n'a pas du tout changé un picker en robot, mais on a transformé un entrepôt fixe en un entrepôt complètement dynamique qui se réordonne constamment au fur et à mesure des commandes et au fur et à mesure des prédictions de commandes. Donc c'est un peu comme si vous allez dans un supermarché, vous ne passez pas par les rayons, vous êtes à la caisse et les produits arrivent directement à vous au moment où vous êtes à la caisse. Et donc derrière ça, il y a quoi? Il y a de la donnée intensément, il y a de l'IoT intensément, il y a beaucoup de cloud, il y a beaucoup d'AWS, et ce sont des gains, extrêmement importants. Je vais arrêter la vidéo. Et donc on pense qu'aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la société, eh bien, c'est l'innovation technologique qui va fournir la croissance. On prend souvent un de nos grands clients côté cloud qui est Veolia, fournisseur d'eau et de services, notamment dans le domaine de la propreté. La croissance de Veolia, c'est plus par la qualité du filtre à eau qu'elle est en train de fabriquer. Ça, c'est une petite croissance incrémentale, une petite modification. La croissance de Veolia, c'est fournir aux collectivités locales, aux citoyens, aux entreprises, des solutions SaaS, software, basées sur la technologie qui vont permettre à tout le monde d'optimiser leur consommation d'eau et de pouvoir valoriser la data qu'elle possède au sein de Veolia. Et donc, cette croissance technologique touche toutes les sociétés. Alors, on nous pose souvent la question, qu'est-ce que vous prédisez dans le domaine de la technologie? Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Quelles vont être les grandes tendances technologiques? Et bien malin celui qui peut répondre à ces questions, puisque ce sont des prédictions qui sont extrêmement difficiles à faire. Par contre, il y a des questions beaucoup plus intéressantes à se poser. C'est qu'est-ce qui ne va jamais changer? Et Amazon est une société qui s'est construite sur 3 piliers qui sont derrière moi. Ce sont des piliers qui ne changeront pas, quel que soit le nombre d'années qui va s'écouler. Et chacun doit construire des sociétés sur des choses qui ne vont pas changer. Et les choses qui ne vont pas changer, c'est la valeur, la sélection et l'expérience client. À aucun moment, on va avoir un client qui va nous dire « j'adore Amazon, mais je voudrais que ce soit un petit peu plus cher par rapport à la valeur des produits que j'ai et la valeur du service que j'ai ». Ça n'existera pas. À aucun moment, on va avoir un client qui va dire « j'adore Amazon, mais je voudrais qu'il y ait un petit peu moins de sélection, un petit peu moins de produits disponibles sur votre site ». On veut une sélection la plus large possible. À aucun moment, on va avoir un client qui va nous dire « j'adore Amazon, mais je voudrais être livré en 1 semaine et pas en 1 jour, voire même en 1 heure avec Prime ». On ne peut pas concevoir ça. Et donc ça, ce sont des valeurs et des piliers qui ne changeront pas et sur lesquels on a construit l'ensemble de la société. L'autre fondamental qui s'applique à quasiment l'ensemble de nos business et de nos métiers, c'est cette roue qui vole, la flywheel, qui est un célèbre dessin que notre fondateur Jeff Bezos a dessiné sur une nappe en papier et qui explique la manière dont nos business fonctionnent. Donc la manière dont nos business fonctionnent, et on peut rentrer par quasiment n'importe quel point sur cette roue, mais ça démarre par l'expérience client. L'expérience client est bonne. L'expérience client crée du trafic. Le trafic fait venir des sellers. Les sellers proposent une sélection
et la sélection améliorent l'expérience client. Et au fur et à mesure que ça fonctionne, eh bien, plus cette roue tourne, eh bien, plus le business va grossir. Et au fur et à mesure de la croissance de ce business, on fait des économies d'échelle. Ces économies d'échelle nous permettent de diminuer nos coûts de structure et d'infrastructure, qui nous permettent finalement de diminuer les prix et de retransmettre ces diminutions de prix aux clients, et donc encore d'améliorer l'expérience client. Donc ce sont des business de volume, et ce sont des business sur lesquels, vous voyez, on réinjecte l'intégralité dans la plateforme elle-même. Il n'y a pas de flèches qui partent vers l'extérieur. L'ensemble est réinjecté dans la plateforme. Et vous pouvez appliquer ce principe au site d'e-commerce. Vous pouvez l'appliquer au Kindle, vous pouvez l'appliquer à Alexa, vous pouvez l'appliquer à AWS, vous pouvez l'appliquer à l'ensemble, l'intégralité des business dans lesquels on évolue. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que ce petit appareil? C'est écrit dessus, mais ça, c'est la première version de Kindle. Moi, j'ai une formation d'ingénieur à la base, et c'est un produit qui m'excite beaucoup parce qu'il y a plein de choses. On voit, il y a des boutons, il y a un clavier. C'est un produit qui peut lire des livres, mais il peut aussi permettre d'envoyer des emails, naviguer sur le web, aller sur des blogs. On a des molettes, probablement on peut écouter MP3 ou de la musique avec un casque. On peut même imaginer qu'il y a une antenne qui va se déployer de derrière et on va pouvoir regarder la télé dessus. Bref, c'est un produit qui fait plein de choses, mais il n'en fait aucune bien. Et ça a été un échec. Voilà. Donc la première version du Kindle, ça a été un échec. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a itéré. Aujourd'hui, le Kindle est devenu bien le e-reader le plus utilisé au monde. Et vous avez derrière moi la version qui est le Kindle Oasis, c'est la dernière version, qui est waterproof, super léger, très agréable pour lire. Et il fait une chose, c'est permettre de lire des livres, les télécharger également très rapidement, et permettre de lire des livres. Et il fait une chose très 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 bien. Donc il y a deux concepts derrière. Un, c'est la simplification, et deux, c'est l'itération. Alors quelle est la recette magique derrière l'innovation? Si j'avais cette recette, si j'avais la formule, je vous la donnerais immédiatement, ou je la garderai pour moi et je viendrai à Euratech en incubateur. Ce qui est sûr, c'est qu'on croise beaucoup de sociétés qui nous disent « oui, pas de problème, allez parler à notre cellule innovation, le département innovation ». Généralement, il y a un baby-foot et une table de ping-pong aussi. On a aussi un baby-foot et une table de ping-pong, mais c'est exactement l'opposé de ce qu'il faut faire, parce que le message que ça véhicule, derrière ça, c'est dire l'innovation, il y a un département pour innover, mais tout le reste de la société, vous ne devez pas innover, parce que voilà, c'est la responsabilité uniquement du département d'innovation. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. N'importe qui dans la société, dans vos sociétés, doit être capable d'innover. N'importe qui a une bonne idée, il doit être capable de transformer cette idée en produit, en innovation, à tous les niveaux de votre société. Et au sein d'Amazon, on a des mécanismes pour faire ça. C'est assez simple, c'est de décrire des documents avec une structure de 2 pages, de 6 pages, et qui permettent de décrire l'idée, le problème rencontré, les solutions qu'on va proposer sur ce problème. Et ce document, eh bien, on peut l'utiliser, on peut le faire remonter jusqu'aux équipes de leadership, et on a des mécanismes internes pour cela. Où que soit la personne, qu'elle soit dans un centre logistique, qu'elle soit dans une équipe de vente, qu'elle soit dans côté administration et finance, qu'elle soit dans les équipes produits, il y a de l'innovation à tous les niveaux dans une entreprise. Une amélioration de process, dans un process où il y a de la friction et de la latence, il peut y avoir de l'innovation derrière. Et donc il faut être capable de libérer chacun et d'avoir un mécanisme en place pour qu'une personne qui a une idée soit capable de la transformer en produit, en innovation. Alors, innover, c'est extrêmement difficile pour de nombreuses raisons, mais je vais vous en partager essentiellement 3. Le premier point, c'est que vous pouvez demander à vos clients, vous pouvez demander à vos clients la solution, mais les clients vont vous donner qu'une solution partielle par rapport à un produit ou un service qu'ils ont et qui est généralement une amélioration incrémentale.
Vous avez cette célèbre formule de Ford. Il y en a une autre qui est on n'a pas découvert l'ampoule électrique en améliorant la bougie. Donc les clients vont vous donner une solution partielle au problème. Vous pouvez également demander à vos employés, mais les employés vont vous fournir des solutions par rapport à les méthodes, les process qu'ils ont, donc par rapport à ce qu'ils sont capables de faire et de délivrer, typiquement. Et donc, c'est plutôt rare que vous allez avoir une innovation disruptive qui va sortir des employés. Et le dernier point, c'est que vous pouvez aussi regarder vos concurrents, et il y a certaines stratégies qui sont bonnes, mais vous êtes toujours en retard quand vous faites ça. Et vous n'allez pas sortir une innovation qui va devancer vos concurrents. Et vos concurrents, comme cette célèbre formule, ce n'est pas eux qui vont vous donner de l'argent. Au final, c'est vos clients qui vont vous donner de l'argent. Donc le premier point qu'on applique, c'est vraiment de se concentrer sur les clients. Et on a pour ça, un mécanisme qui est assez bien documenté. Vous pouvez trouver sur le blog ces mécanismes qui s'appelle le Working Backwards from the Customer. J'ai pas osé le traduire en français. Voilà, je pense que ça sonne beaucoup mieux en anglais. Qui est une méthodologie qui nous permet de s'assurer, quand on a une idée, un produit ou une innovation, que cette innovation va avoir un impact réel, concret, vis-à-vis d'un client. Avant d'écrire la moindre ligne de code, avant de créer le moindre produit, MVP ou autre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écrit une press release. Donc, on écrit la press release du produit qu'on souhaite sortir comme s'il était sorti et comme s'il arrivait sur le marché. C'est un exercice qui, quand on en parle, on discute, ça paraît très simple, mais en fait, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et cette press release doit être concise, elle doit faire une page, elle doit expliquer le concept de produit de manière simple, pour que n'importe qui puisse comprendre, même ma grand-mère ou mon grand-père doivent être capables de comprendre. Elle doit bien expliciter les bénéfices pour un client, même potentiellement les quantifier, et également peut-être, vous pouvez rajouter des quotes ou des citations fictives de vos clients. Et rien qu'avec cet exercice-là, vous vous rendez compte, si l'idée ou l'innovation peut avoir un réel impact, et deux, c'est un mécanisme qui est contraignant, c'est-à-dire vous vous concentrez sur les bénéfices et le résultat, mais pas sur la manière de faire. Là, vous n'êtes pas en train de réfléchir à la technologie, vous ne faites pas des choix technologiques derrière, donc vous n'avez pas de contraintes en fait derrière. Pour la petite histoire, le Kindle intègre une technologie qui s'appelle WhisperNet, et dans la press release du Kindle, certes le but c'était de lire des livres, mais c'était de permettre à n'importe qui, n'importe où dans le monde, de télécharger un livre en moins d'1 minute. Et donc, là, on ne parle pas de choix technologiques, on ne parle pas de 3G, de Wi-Fi, de réseau basse énergie, on parle juste de la press release et de ce qu'on attend du produit. Et donc, on se concentre sur les bénéfices. Et c'est assez contraignant. Et du coup, on peut déjà éliminer un certain nombre d'idées et passer à la prochaine. Le deuxième élément, c'est d'écrire la liste des questions les plus courantes, donc une FAQ, interne-externe, qui reprend en termes simples voilà, toutes les questions qu'on peut se poser sur le produit, entre 20 et 40, pas plus ni moins, mais toutes les questions que vous posez qui vont répondre au produit. Et le troisième, c'est de commencer à écrire le manuel utilisateur, et là vous allez rentrer dans une description plus détaillée du produit, et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à remonter toutes les contraintes que vous pouvez avoir derrière. Voilà. Et après, vous pouvez démarrer voilà, le coding et la création du MVP. Donc ça, c'est le premier élément, de se concentrer sur le client. Et c'est un client au sens large, ça peut être aussi un client interne si on a à servir des clients internes. Le deuxième élément, c'est l'expérimentation et être capable d'expérimenter très, très fréquemment. Derrière l'expérimentation, on trouve le concept d'innovation et d'échec. Et en fait, l'innovation et l'échec sont intimement liés et sont intimement liés pour toujours. Plus on cherche à innover, plus il faut être confortable avec l'échec et la culture de l'échec.
Et donc, pour être confortable avec cette culture de l'échec, il faut offrir à chacun un environnement sur lequel, c'est facile de tester, ça coûte pas cher de tester, puisque si on veut augmenter l'innovation, il faut baisser au maximum le coût de l'échec. Et deux, c'est pas important si on a un échec derrière. Voilà, donc ça, c'est l'élément essentiel. Et pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, on peut pratiquer cette culture de l'innovation. Mais là, je vais faire un petit mot de pub pour AWS, parce qu'on a le cloud à disposition. Et derrière le cloud, c'est des centaines de services qui sont disponibles en quelques clics, quasiment partout dans le monde avec une connexion Internet, et qui nous permettent d'accéder à de l'intelligence artificielle, du machine learning, du big data, des bots conversationnels, sans avoir besoin d'avoir des experts très pointus dans ces domaines-là, et en se concentrant sur une chose, l'utilisation de ces services. Et non seulement les services sont disponibles, mais le modèle de paiement à l'usage fait qu'un test rapide sur une journée d'un concept ne va pas vous coûter grand-chose, ne va pas vous engager. Et si jamais ce petit test s'avère être une super idée, le passage en production également peut être effectué à l'échelle très rapidement, parce que tous ces services, c'est des services élastiques qui peuvent grossir très facilement à l'échelle mondiale. Donc, expérimenter régulièrement. Le deuxième, c'est mesurer tout ce que vous faites. Amazon, c'est une société de data et de métriques. On mesure tout ce qui se passe, on essaie de mesurer tout ce qui se passe, et on prend des décisions basées sur ces métriques et ces données. Et pourquoi encore aujourd'hui vous pouvez le faire? Vous pouvez conserver toutes les données. Notamment grâce au cloud, vous avez Amazon Glacier qui a 4 centimes de dollars du giga par mois. Il n'a jamais été aussi facile et ça n'a jamais coûté aussi peu de stocker, conserver toutes les données. Et donc toutes ces données, vous les utilisez pour derrière être capable de comprendre ce qui se passe. Parce que sans données, une idée, c'est juste une opinion. On a un principe au sein de la société qui est on essaie d'éviter de prendre des décisions uniquement parce qu'un manager a décidé ou un manager a eu l'idée, mais on n'a aucun souci à confronter et challenger une idée, même si c'est le plus haut manager de la salle qui parle, quand on n'a pas de données pour supporter cette idée-là. Voilà. Et comment on peut très rapidement avoir de la donnée sur une idée? C'est en pratiquant le A, B testing, A, B, C, D testing, en projetant la nouvelle idée dans un nouvel environnement, en copiant ce nouvel environnement et en regardant et en mesurant les métriques derrière ces environnements. Et là encore, aujourd'hui, avec le cloud, vous prenez un environnement de production, vous le copiez, ça fait un deuxième environnement de production, vous changez par rapport à l'idée que vous avez eue, vous mesurez l'impact et vous pouvez savoir si votre idée est bonne ou pas sur un des environnements réels. Et donc, fini les sondages, fini les questionnaires. Il n'y a rien de plus pénible quand vous êtes client de recevoir un questionnaire de satisfaction alors que le service que vous utilisez ou la donnée que le produit que vous utilisez a déjà la donnée. Elle doit savoir combien de temps vous avez mis entre le moment où vous êtes arrivé sur l'application mobile, le moment où vous avez fait la transaction, le moment où vous êtes parti. Elle doit même savoir si vous avez eu de la frustration ou pas par rapport à la moyenne que vous pouvez observer sur vos sites et par rapport à la performance de votre site. Donc c'est plus nécessaire de recevoir et d'envoyer des questionnaires pour capturer cette donnée. Vous devez avoir cette donnée chez vous. Alors tout le monde connaît bien évidemment Netflix. Et tout le monde pense que Netflix, c'est de la vidéo online à la demande. Mais quand on y réfléchit, il y avait plein de produits disponibles en vidéo à la demande avant l'arrivée de Netflix. Dans les box, il y avait d'autres produits disponibles. Et donc là où Netflix excelle, c'est dans la recommandation, dans la capture de données et dans tout ce qui capture en termes de données. Netflix, c'est tous les jours, je crois que ce sont les chiffres, ils doivent un peu, mais c'est 400 milliards d'interactions toutes quotidiennes. Et ces 400 milliards sont capturés, analysés, processés via probablement l'un des meilleurs moteurs de recommandation disponibles sur le marché pour améliorer une chose, l'expérience utilisateur que vous avez quand vous ouvrez l'application.
Et au passage, ça fonctionne sur AWS. Alors ça, on était à France Digital la semaine dernière, enfin non, il y a 2 semaines, et un VC parlait aux startups, et bien sûr, si vous êtes entrepreneur, je pense que c'est un élément essentiel. Le Go Fast or Go Home, c'est vraiment un élément essentiel, puisque... et là encore, moi j'ai un profil ingénieur et je suis assez mal à l'aise avec ces concepts-là parce que j'aime bien les produits de qualité finis, mais la vitesse d'itération bat toujours la qualité de l'itération. Il est beaucoup plus important de sortir rapidement, d'avoir des mécanismes de feedback en place pour capturer rapidement l'impact de votre produit de la sortie et derrière d'itérer très vite derrière. C'est beaucoup plus important de sortir et d'itérer que d'attendre qu'on sorte un produit entièrement fini. Et c'est ce que l'on fait quotidiennement sur le site Amazon. Alors là aussi, les chiffres datent un peu, mais en gros, toutes les 11 secondes, en moyenne, on a un déploiement qui se place sur la plateforme et on déploie voilà, parfois jusqu'à 30 000 hosts en simultané. Les déploiements en production, ça doit être des non-événements, vous devez en avoir continuellement et vous devez avoir en place des process adaptés derrière. Et chez AWS, on utilise également les mêmes mécanismes. Rien que l'année dernière, on a sorti 1830 nouvelles fonctionnalités, nouveaux services disponibles. On sort, on itère, on améliore rapidement en prenant en compte le feedback client. Donc, comme je le mentionnais, on est 658 000, enfin, c'est le chiffre de 2018, donc 650 000 personnes. Et on essaye d'avoir une organisation qui est pas ralentie par des processus excessifs ou par de la bureaucratie excessive. Et le mécanisme qu'on a derrière, c'est un des mécanismes organisationnels et un mécanisme culturel. Le mécanisme organisationnel, il s'appuie sur le concept d'équipe de pizza, donc les Two Pizza Team, qui sont des équipes qui ne sont pas plus nombreuses qu'une équipe qu'on peut nourrir avec 2 pizzas. Bon, vous pouvez prendre peut-être le modèle américain, vous pouvez prendre des grosses pizzas si vous voulez, mais vous avez l'idée en place, c'est une quinzaine ou une vingtaine de personnes. Ce sont des équipes autonomes sur leur PNN. Ce sont des équipes agiles, ce sont des équipes sur lesquelles l'information se circule très rapidement. Il n'y a pas besoin de mettre en place des réunions, il n'y a pas besoin de mettre en place beaucoup de process. Et donc, voilà, ce sont ces équipes-là. Et donc, il y en a des milliers au sein d'Amazon et qui sont en charge de produits, de services et de fonctionnalités sur la plateforme. Est-ce que vous savez ce que c'est ? L'étoile noire. Petite idée, non? Ah, alors je veux dire, c'est quasiment ça. Chaque point, ce sont les fonctions qui sont sur le site Amazon d'e-commerce et qui peuvent être appelées sur le site Amazon. Peut-être il y a un point, ça va être un service qui calcule la TVA. Peut-être un point, c'est le service qui va envoyer la commande. Et donc, c'est l'ensemble des fonctions du site d'Amazon. Et derrière chacun de ces points, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une Two Pizza Team, donc il y a une équipe indépendante. Chaque point, finalement, c'est un service qu'on peut appeler par API, qui peut être utilisé par d'autres services. Chaque point peut évoluer indépendamment des autres. C'est-à-dire, si je fais évoluer mon service de calcul de TVA, je peux le faire évoluer et ça n'a pas d'impact sur les autres services. Et donc, derrière ça, il y a le concept de microservice, c'est-à-dire d'une fonction élémentaire qui est développée par une Two Pizza Team et qui offre une fonction pour le reste de l'entreprise qui est directement consommable par le reste de l'entreprise. Et ces microservices, il faut quasiment les concevoir comme les penser comme des entités vivantes. Puisqu'un microservice parle à d'autres microservices. Un microservice peut fusionner avec un autre microservice pour créer un nouveau service supérieur. Ou si un microservice est trop évolué, il peut également se scinder en 2 plus petits microservices pour être consommé. Mais derrière, donc, il y a un API, en entrée, généralement en sortie également. Et il y a une Two Pizza Team derrière. Voilà. Et ces Two Pizza Team,
elles ont la responsabilité de développer le service ou les produits, mais elles ont également la responsabilité de faire en sorte que le produit fonctionne. Et pour beaucoup d'entreprises, il y a une cassure entre les gens qui développent et les gens qui exécutent. Chez nous, ceux qui développent les services, c'est également ceux qui s'assurent que le service tourne et tourne avec la bonne performance. Donc si un service ou si une fonction ne tourne pas avec la bonne performance, celui qui est appelé au milieu de la nuit, c'est le développeur qui l'a conçu ou qui l'a designé. Alors si au début il n'a pas tellement l'habitude de prendre en compte les contraintes opérationnelles d'exécution qu'il peut avoir derrière, une fois qu'il s'est fait réveiller 3 fois pendant la nuit à 4 heures du matin, il développe en réfléchissant véritablement comment le service derrière est opéré. Donc les Two Pizza Team sont responsables de ça et ça crée une culture vraiment intéressante de travailler tous dans la même direction au bénéfice de l'expérience client et l'expérience utilisateur. Voilà. Et alors là, on a parlé de l'organisation et on a aussi un modèle culturel, donc des leadership principales. Vous les avez derrière moi. Il y a beaucoup de sociétés qui ont également des principes fonctionnels. Très souvent, vous allez les voir écrits sur un mur ou sur un intranet. Nous, ces principes, on les utilise quotidiennement dans quasiment tout ce que l'on fait. On s'en sert pour prendre des décisions et on s'en sert même avant de rentrer chez Amazon, puisqu'on les utilise également pour le recrutement, pour valider que les personnes qu'on recrute ont une correspondance et un accord culturel avec notre société. Donc je vais pas vous les détailler, mais tous les jours quand on prend des décisions, tous les jours quand on a des meetings à faire, on va utiliser ces principes-là, quand on a à faire des choix également, et quand on recrute, également pour mesurer la performance de chacun. Donc c'est quelque chose que l'on vit vraiment quotidiennement tous les jours. Et le premier principe, c'est l'obsession du client, qui est le principe fondamental qui soutient tout ce que nous faisons quotidiennement. Voilà. Si vous êtes intéressé par ça, ils sont disponibles sur Internet, donc vous pouvez aller les pratiquer. Donc on a vu un certain nombre de mécanismes autour de l'innovation. Donc le dernier qu'on a vu, c'était la partie organisationnelle et culturelle. On va juste revenir sur l'histoire. Donc ça, c'est l'histoire du monolithe. En 98-99, le site e-commerce d'Amazon, c'était un énorme monolithe qui était une énorme application basée sur une base de données Oracle qui mettait des heures à être compilée dès qu'on rajoutait des nouvelles fonctionnalités, qui prenait beaucoup de temps, sur lequel on avait beaucoup de mal à faire des mises à jour. Et on a pris la décision de casser ce monolithe en plein de petits microservices, donc qui sont les concepts qu'on a parcourus dans cette présentation. Et ça a transformé fondamentalement Amazon. Ça lui a permis de vraiment se transformer, d'innover à la vitesse à laquelle il innove. Ça a énormément influencé également la création d'AWS, puisqu'AWS est basé sur énormément de microservices. Et aujourd'hui, dans Amazon, vous avez des milliers d'équipes, vous avez des architectures microservices partout, vous avez des pipelines de déploiement continu et d'intégration continue extrêmes, des environnements multiples partout dans le monde, et on a quasiment 60 millions de déploiements tous les ans qui opèrent sur l'ensemble d'Amazon. Et ce sont des chiffres qui datent un petit peu, je crois, de 2016, voilà, qui datent un petit peu. Et donc ces choix qu'on a fait il y a maintenant quasiment 20 ans, ça a vraiment modélisé la manière dont l'entreprise fonctionne aujourd'hui, la manière dont l'entreprise innove aujourd'hui. Voilà. Et il y a un autre élément important, c'est j'aime bien cette formule qui est de dire you should fear the good time, c'est-à-dire qu'il faut jamais penser que c'est terminé en fait. Quotidiennement, il faut être capable de se remettre en question et de repenser ce que l'on fait, de se re-challenger. Parce que si on ne fait pas ça, on a tendance à devenir une entreprise du deuxième jour, le Day 2 Company, qui va s'endormir sur son monopole ou sur ses lauriers, qui va se faire concurrencer et qui au final va disparaître. Donc c'est fondamental
d'avoir cette culture du It's Always Day One, c'est-à-dire d'être capable de repenser continuellement ce qu'on fait et de continuellement innover, trouver des nouvelles idées, des nouveaux services à développer. Je vous remercie.